Et là, on va continuer le dialogue avec une communication de Marie-Dominique Gilles, qui est conservatrice du patrimoine au musée des plans reliefs à Paris, spécialisée dans les œuvres sculpturales et les formes d'art textile contemporaine. Sa recherche doctorale explore les représentations des corps féminins emprisonnés de la période du XXe et XXIe siècle, abordant les intersections entre genre, l'image et politique visuelle. Et aujourd'hui, elle va nous parler de Maï Mollus et monumentalité, les sculptures textiles de Raymond Arcier. Donc, en effet, vous allez approfondir le thème déjà un peu dessiné. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, bien entendu, je vais remercier les organisatrices de ce colloque. Je suis absolument ravie d'y participer et de parler donc de Raymond Darcier dans cette communication que j'ai intitulée « Maille, mollesse et monumentalité, les sculptures textiles de Raymond Darcier ». Alors, on en a déjà parlé, l'œuvre de Raymond Darcier occupe une place singulière dans l'histoire de la sculpture contemporaine et des pratiques textiles féministes. Donc, depuis les années 70, elle développe un corpus où les techniques dites mineures, que sont le crochet, le tricot, la couture et l'assemblage, deviennent des vecteurs d'une monumentalité critique. Donc les vecteurs d'une monumentalité critique. Donc chez elle, la maille n'est jamais décorative. Elle construit véritablement une méthode d'écriture du corps féminin, une matérialisation des assignations de genre et simultanément un geste de résistance. Arcier déplace les frontières du monumental, non par le recours aux matériaux traditionnels de la sculpture, mais par la subversion même de la mollesse, au sens où Maurice Fréchuret l'a analysé. Donc la monumentalité ne consiste plus à magnifier un pouvoir, elle sert à révéler un déséquilibre structurel, à donner forme au poids du care, au travail domestique et aux gestes invisibilisés. Alors, par l'emploi massif des techniques textiles et l'élévation de ces procédés au rang de dispositifs monumentaux, Arcier opère un retournement radical. Le fil, qui est le médium du soin et de la répétition, va devenir une matière critique, une machine à rendre visibles les structures de genre. La lecture de son œuvre exige donc d'articuler plusieurs registres analytiques, l'histoire et la théorie du monument, la théorie féministe du corps, l'histoire matérielle des arts textiles, mais aussi les réflexions plus récentes sur le corps monstre et l'art figuratif féministe. C'est donc ce faisceau que je vais mobiliser ici pour montrer comment Arcier invente une monumentalité du mou, une monumentalité qui politise la mollesse, transforme la charge en forme et fait du corps féminin un site de contestation spatiale et symbolique. Donc je vais structurer mon propos en 3 temps. D'abord, replacer l'œuvre d'Arcier dans le contexte des années 1970 et montrer comment la maille devient chez elle un geste sculptural, puis analyser la monumentalité textile à partir d'Au nom du Père, dont nous avons déjà parlé. Et là, je souligne l'intérêt en fait de cette matinée, puisque on est vraiment dans un travail, dans une réflexion sur le long cours. Et enfin, je vais donc dégager les implications théoriques de cette pratique en termes de corps monstre et d'anti-monument féminin. Alors pour comprendre la démarche de Raymond Darcier, il faut d'abord la replacer dans le contexte des années 1970 qui a été fait dans les communications précédentes, contexte qui est marqué à la fois par la redéfinition du textile dans le champ de l'art
et par l'émergence d'un militantisme féministe particulièrement actif. Donc, ces années voient apparaître un usage subversif des matériaux dits mineurs, des artistes comme Magdalena Apkanovic ou Sheila Hicks, ainsi que des artistes associés à la nouvelle tapisserie, vont renouveler le rapport entre fibre et sculpture, entre œuvre et architecture. Parallèlement, aux États-Unis, Judy Chicago ou Faith Ringgold intègrent et inscrivent des techniques traditionnellement associées au féminin, broderie, tissage, patchwork et couture, dans des dispositifs monumentaux qui sont des dispositifs monumentaux collaboratifs. Elles affirment ainsi que ces gestes relèvent pleinement de la création plastique et de la construction de mémoire. Alors, en France, la parole féministe s'affirme également dans le champ artistique, puisque l'art devient un espace de revendication, un prolongement du militantisme. Raymond Darcier s'inscrit explicitement dans ce double mouvement. Elle le dit sans ambiguïté: « Je ne peux parler de ma création sans évoquer le mouvement de libération des femmes ». Dans Zoé ou l'Odyssée d'une artiste féministe, elle raconte comment, dès 1967, se mettent en place dans les facultés des groupes de réflexion critique sur l'organisation sociale, avant même que ne se structure le MLF. Donc cette double filiation, c'est pour moi ce qui est extrêmement intéressant, elle est militante et plastique, et elle fonde la spécificité d'Arcier dans le paysage artistique français. Elle ne se situe ni dans la seule revendication politique, ni dans la pure recherche formelle, mais dans leur articulation. Elle revendique d'ailleurs son identité de sculptrice. Elle m'a affirmé lors de notre dernier entretien qu'elle était une sculptrice, qu'elle refusait que son travail soit cantonné à l'art textile ou assimilé un peu vite à l'art brut. Son œuvre prend la forme d'un manifeste qui est cousu, tricoté, assemblé, où la matière elle-même devient un langage critique. Le fil chez Arcier, donc ça on l'a vu dans la communication précédente, est d'abord un héritage intime. Elle raconte « À 7 ans, je voulais tricoter le point mousse comme ma mère, sans lâcher mes aiguilles. » Elle poursuit un petit peu plus loin. « Quel est le symbole le plus ridiculisé de la ménagère, risée constante des garçons de l'époque? Le tricot. » C'est un renversement qui est décisif. Le tricot, qui est symbole de passivité domestique, devient un instrument de contestation. Et Arcier ne se contente pas finalement de changer d'échelle, elle fabrique ses propres outils. Dans Zoé, elle se souvient « Je vois un balai et scie son manche en 3 morceaux. Je cisèle d'abord une paire d'aiguilles à tricoter, puis un crochet imposant naît entre mes doigts. » Elle détourne ainsi l'outil de ménage, qui est un outil... elle détourne l'outil de ménage en outil de sculpture. Le manche de balai ne sert plus à frotter le sol, mais à faire naître une forme. Et cette scène condense, à mon sens, toute la logique de son œuvre, qui est détourner, amplifier, subvertir, et surtout déplacer les objets et les gestes du foyer vers le champ de la sculpture. Donc, les premières œuvres que sont Sac de ménagère ou Héritage, que vous voyez ici sur le PowerPoint, ou Paille de fer pour casserole que nous avons vu auparavant, sans oublier les premières géantes Mère et Petite Mère, prolongent cette réflexion. Elles prennent pour point de départ des objets et des gestes du quotidien, donc la cuisine, le ménage, les courses, la toilette, mais au lieu de reproduire ces activités, Arcier les déplace. Sac de ménagère transforme la tâche ménagère en accumulation sculpturale. Les sacs deviennent des excroissances molles, des poches hypertrophiées qui semblent sur le point de rompre. Dans Héritage, donc ce pull monumental, trop grand pour être porté, se visualise la transmission genrée. Ce que les mères transmettent aux filles, finalement, ce n'est pas seulement un savoir-faire, mais un ensemble de contraintes et de devoirs. Plus tard, elle résumera ainsi cette expérience. La maille, c'est l'engrenage, c'est la prison.
La formule dit à la fois l'emprise des structures patriarcales, le tricot comme répétition sans fin, et la possibilité de les retourner en agrandissant la maille. Elle va transformer la prison en manifeste. Alors, pour comprendre Arcier, il ne suffit pas de parler de textile, il faut considérer la maille comme une forme de pensée. Elle enregistre la durée et elle va surtout matérialiser l'endurance. Tricoter va devenir un acte performatif qui incorpore. Le fil est un enregistrement du corps, une archive du geste. Lorsqu'elle écrit par exemple, à propos toujours du tricot, que cet ouvrage de bonne femme n'entre pas dans un tiroir, que suspendu il interpelle, n'est-ce pas le rôle de l'art? Arcier ne décrit pas seulement un changement d'échelle, elle indique un déplacement de régime. La maille sort de son espace de rangement pour entrer dans la visibilité. Elle quitte le privé pour le public, le domestique pour l'exposé. En d'autres termes, la maille n'est pas le contraire du monument, elle en est l'envers. Là où le monument traditionnel célèbre la victoire et la permanence, la maille va porter le temps autrement, pas vraiment comme un succès, mais plutôt comme un travail. Alors, cette compréhension du fil comme matrice de connaissances explique pourquoi Arcier se dit sculptrice plutôt qu'artiste textile. Peut-être plus encore que la peinture, la sculpture est restée un domaine dominé par les hommes. Cela tenait en partie au caractère physique et exigeant de cette pratique qui a nourri l'idée que la sculpture serait trop difficile pour que les femmes puissent s'y consacrer. Donc, ce qui est intéressant chez Arcier, c'est qu'elle insiste sur l'investissement physique que requiert son travail. Manipuler des mètres de jute, de capote ou de coton rembourré, hisser des volumes massifs ou tricoter jusqu'à l'épuisement, c'est engager le corps de la sculptrice autant que celui des figures qu'elle façonne. Alors, la sculpture du marbre est traditionnellement valorisée pour la dureté, la résistance et la lourdeur du matériau qui est affronté. Et Arcier, elle, revendique un investissement comparable pour des matières qui sont considérées comme molles, requalifiant ainsi le textile comme un matériau de force et non de fragilité. Elle inverse dès lors la hiérarchie des matériaux et montre que la mollesse n'est pas l'opposé du monumental, mais l'un de ses modes possibles. Donc une sculpture que vous connaissez maintenant, et je vais parler de ce tournant monumental que constitue Au nom du Père. Alors, la question de la monumentalité dans l'œuvre de Raymond d'Arcier trouve son expression la plus aboutie dans Au nom du Père, qui est une sculpture réalisée entre 1975 et 1977. Cette pièce est aujourd'hui conservée au Centre Pompidou et marque un véritable tournant par ses dimensions, mais aussi par l'ambition critique qu'elle porte. Cette œuvre donc, est conçue, on l'a dit, en toile de jute, capote, coton crocheté et cuivre tricoté, et elle se présente comme une figure féminine de grande taille, nue, les bras chargés de cabas, remplis de poupées et d'objets. La mollesse du textile, loin de réduire ici l'effet de puissance, en est paradoxalement le moteur. Arcier raconte la genèse de la sculpture comme un véritable accouchement. La tête d'abord, qui est trop petite et qu'il faut refaire, le visage auquel elle emprunte ses propres yeux verts, la peau crochetée qui s'étire comme une membrane. À mesure finalement que la figure grandit, elle la décrit comme un corps qui prend le dessus sur elle. À un moment du processus, dit-elle, il faut hisser l'œuvre comme une haltérophile jusqu'à ce qu'elle la domine. C'est à ce moment précis que se produit le choc du monumental, quand la sculpture dépasse physiquement celle qui la fabrique. Alors, loin de célébrer une héroïne, Au nom du Père expose l'assignation domestique et sexuelle des femmes. La figure ne brandit pas une épée, mais des cabas. Elle ne s'élève pas sur un socle.
Elle occupe le sol et sa monumentalité est déplacée du récit héroïque vers la matérialisation du travail reproductif. Dans le cadre de la préparation de cette communication, Raymond Darcier m'a dit qu'elle avait voulu faire du monument avec de l'anti-monument. Et je trouve que cette formule paradoxale résume bien son geste, puisqu'elle conserve l'échelle, l'impact, la présence du monument, mais en renverse la fonction. Au nom du Père, la maille devient une véritable peau sculpture. Elle est souple, poreuse mais épaisse, et elle laisse deviner les vides et les pleins. Les tensions du rembourrage également. Elle enveloppe le corps, mais comme une armure de ménagère, un dispositif de défense qui est aussi un piège. On pense ici à une autre œuvre de Raymond Darcier, l'armure, donc qui est une armure réalisée en laiton et en maille, qui est l'une de ces pièces qui a été les plus coûteuses à produire. Et qui est comme on le sait, l'armure traditionnellement masculine devient ici une armure d'artiste. Je m'arrête un tout petit peu sur cette œuvre parce que le travail du métal chez Raymond Darcier ne contredit pas la logique textile, il l'amplifie, puisque en tricotant le métal, l'acier comme on tricote le coton, Darcier inverse l'économie des matériaux, le dur devient malléable, le rigide se laisse tresser et le textile, qui est historiquement associé au féminin, au domestique et au tendre, devient sculpture, armature, sculpture. Elle fabrique un textile qui résiste. Alors, il est intéressant également de situer au nom du Père dans une constellation de corps monumentaux féminins. Alors pour saisir la singularité d'Darcier, on peut également la mettre en relation avec d'autres expérimentations féministes de la monumentalité corporelle. Et notamment avec les Naked Ladies de Kate Milley, qui date de 1977, et qui, par exemple, consiste en une série de femmes nues monumentales, en grillage, ciment et papier mâché, qui sont engagées dans des gestes ordinaires, pousser un caddie, regarder la télévision ou utiliser les toilettes. Et Millet formule très explicitement son projet en disant qu'elle souhaite fabriquer ses propres corps. Darcier partage cette ambition, mais diffère par la logique matérielle. Puisque là où Millet mise sur la frontalité, la verticalité, l'attitude autoritaire, Darcier, elle, choisit la pesanteur et la saturation. Millet monumentalise la revendication, tandis que Darcier monumentalise la charge. Alors, les œuvres d'Alina Sapoknikov, de Nikita Saint-Phal ou de Dorothea Tanning, ou encore de Louise Bourgeois, construisent, chacune à leur manière, des corps des corps trop gros, trop colorés, trop charnels, trop envahissants. Et ensemble, elles forment un corpus finalement de corps monstrueux, au sens où l'entend Mary Russo lorsqu'elle parle de female grotesque. Et dans ce contexte, finalement, au nom du Père apparaît comme un monstre domestique qui n'est ni purement cauchemardesque, ni exclusivement célébratif, mais monstrueux par la forme qu'il matérialise, c'est-à-dire porté par la fonction qu'il matérialise. Porter, nourrir, soigner et donc se sacrifier. Alors, pas encore la bibliographie. Donc dans cette perspective, la mollesse n'est pas qu'une propriété matérielle. Elle devient une catégorie critique. Comme l'a montré Fréchuret, les sculptures molles des années 1960-1970 renversent les valeurs classiques de la sculpture, qui sont la rigidité, la stabilité et l'élévation, au profit de formes qui ploient, se tassent, s'accumulent.
Arsier pousse cette logique jusqu'à en faire l'axe d'une réflexion politique, puisque la mollesse permet de figurer la fatigue, l'épuisement, le découragement, mais aussi la capacité d'absorption et de retour. On peut lire également ces œuvres à la lumière des théories du corps monstre, donc Mary Russell, dont je viens de parler, Barbara Creed avec le Monstrous Feminine, mais aussi des réflexions plus récentes sur les unruly bodies dans le champ féministe et queer. Donc ces approches montrent que la monstruosité appliquée aux femmes n'est pas seulement une stigmatisation, elle peut devenir une stratégie de dissidence. Les corps qui débordent les cadres, trop grands, trop larges, trop massifs, trop bavards, rendent manifeste l'arbitraire des normes esthétiques et comportementales. Les sculptures de Raymond d'Arsier participent pleinement de cette esthétique de l'excès. Ces figures, bien évidemment, ne se coulent pas dans l'idéal de minceur décrit par Suzanne Bordeaux comme une norme contemporaine de contrôle du corps féminin. Elles assument au contraire une volumétrie qui est indocile. Là où la société attend que les femmes, qu'elles se fassent petites, qu'elles n'occupent ni l'espace ni le regard, Arsier produit des formes qui débordent, qui encombrent, qui bloquent le passage. Au nom du père, petite mère ou héritage propose des corps qui occupent plus de place que ce que la norme autorise. Je vais ensuite parler de la question du monstre domestique et de la stratégie spatiale. Parce que Arsier n'invente pas la monstruosité pour la monstruosité. Elle fabrique un monstre domestique. Et ce monstre n'est ni purement fantasmagorique, comme chez Tanning, ni ouvertement jubilatoire, comme chez Saint-Phal. Il est structurel. Il porte le poids de la domesticité. Dans Au nom du père, la monstruosité vient des cabas remplis d'objets de poupons, de cette accumulation qui littéralement déforme la silhouette. Elle rend tangible la façon dont la société exige des corps féminins, dont ce que la société exige des corps féminins, c'est-à-dire porter, soigner, consoler, réparer, devient physiquement insoutenable. Donc je l'ai déjà dit, les corps d'Arsier sont trop pleins, trop lourds, trop chargés, et pour rester confinés dans l'espace intime. Leur échelle, ici, les arrache au privé et les projette dans le même public. Arsier, donc, par la maille, force l'espace à reconnaître la présence de vie longtemps invisible. La monumentalité, ici, n'est rien d'autre qu'un droit à l'occupation de l'espace. Je vais enfin discuter un petit peu de la question de l'antimonument féminin et des enjeux institutionnels. Parce que la notion d'antimonument permet de situer l'œuvre d'Arsier dans une réflexion plus large sur la mémoire. À la suite de James E. Young, on peut définir le contre-monument comme une forme qui refuse la célébration, la clôture ou la consolation. Il s'oppose donc au monument héroïque en laissant la blessure ouverte. Au nom du père fonctionne de cette manière. Il ne commémore pas un événement, mais une structure d'oppression. Il ne propose pas un récit clos, mais expose une situation sans solution immédiate. Arsier parle d'ailleurs de la difficulté des institutions à accueillir ses œuvres. Le Musée national d'art moderne a hésité. S'agit-il d'art brut, d'art textile, de sculpture? Et cette indécision catégorielle n'est pas anecdotique. Elle révèle les résistances à considérer le fil comme un matériau de sculpture à part entière et à reconnaître la légitimité d'une monumentalité non héroïque qui est portée par des femmes. La question de conservation qu'on a un petit peu abordée auparavant participe de cette tension.
Arcier raconte les traitements successifs qu'elle a infligés à ces pièces, des bains d'azote pour neutraliser les insectes, bains de Coca-Cola pour raviver les métaux ternis, mise en garde pour ne pas cuire le coton lors de certaines interventions. La fragilité du matériau impose un engagement particulier des institutions, ne pas faire vieillir artificiellement une œuvre dont l'artiste estime avec humour qu'elle ne prend pas d'âge, tandis qu'elle-même en prend. La question de la pérennité donc n'est pas uniquement technique, elle est conceptuelle. Et le monument textile va refuser finalement l'illusion d'éternité. Il assume sa vulnérabilité, mais exige néanmoins soin et attention. Enfin, Arcier interroge le devenir d'un art né dans un horizon d'insoumission. Là encore, la maille fonctionne comme révélateur, matériau non spéculatif par excellence, associé au travail invisible. Elle se trouve prise dans des logiques de valorisation qui la coupent de son origine critique. Et je vais conclure. La réception institutionnelle de Raymond Darcier illustre bien la difficulté qu'ont eu les musées et l'histoire de l'art à penser une monumentalité qui n'est ni héroïque, ni décorative, ni durable au sens traditionnel du terme. Le cas d'Au nom du Père, longtemps marginalisé avant son entrée dans les collections nationales, montre à quel point la sculpture textile féministe reste éloignée des récits canoniques. Tandis que la sculpture se définit par le bronze et la verticalité, la maille monumentale d'Arcier demeure illisible. Pour conclure, on peut dire que la monumentalité chez Raymond Darcier n'est pas une simple affaire de grandeur. Elle est une manière de politiser la matière, d'intensifier le geste et d'inscrire le fil dans une histoire critique de la sculpture, en détournant les techniques domestiques, crochet, tricot et couture, et en les portant à l'échelle monumentale. Arcier subvertit les hiérarchies de genre et les valeurs qui ont longtemps défini ce qui est ou ce qui doit être la sculpture. Le fil devient plus qu'un matériau, il devient un médium de mémoire et de résistance. Et je vais m'arrêter là.